Bienvenue au podcast Entre deux chaises de métal, le podcast animé par moi-même Marco et l'Encyclopédie de la lutte au Québec, TJRLD. J'ai pris ma voix plus mielleuse aujourd'hui parce qu'on me dit souvent que je parle trop fort pour rien, puis que des fois, je crie puis je devrais pas. Je sais pas si. C'était ça? Ben, dans la maison ici. Là. Ah, dans la maison? Ah. Alors, je sais pas si les auditeurs sont d'accord, mais peut-être qu'on aime mieux ma voix comme ça parce que je trouve que ça fait plus. Tu peux bien parler, eux autres. Ils font juste ça crier, eux autres. Hey, tu te calmes les nerfs, là? C'est vrai, là. Ah. Hey, je suis ton Ouais. bord, niaiseux. Ah, ok, excuse. Pas toi, je parle de ceux qui disent Ok. que tu parles trop fort. Tu peux bien parler, eux autres. Tabernacle ou tabernacle? Hey, bon, là, je savais que tu avais mis un chandail de hockey, puis j'ai fait exprès de rien dire avant qu'on commence parce que j'ai dit si je dis rien, il attend que je dise un commentaire, parce que sinon il va le montrer. Je te connais, Esti, je sais. Ben, c'est parce que l'affaire qui arrive, c'est que l'autre jour, j'avais fait de quoi, puis je l'ai mis là quelque part, puis là, il traîne, fait que on va le mettre. C'est un nouveau chandail ou c'est un vieux chandail? Non, ça fait longtemps que je l'ai. C'est le chandail des Ducks. C'est-tu Ryan Getzlaff en arrière? Ben, t'es pas loin. T'as le bon prénom. Ah, Kessler, non? Ouais, dans le temps qu'il était avec les Ducks. Dans le temps qui était chaud. Il était bon. Ouais, il est encore très chaud, Ryan Kessler. Il est commentateur à Star, hein? Non. Pour le hockey, ABC ou je sais pas trop, NBC. Ouais. Ça se peut, peut-être. Ça se peut. OK. Bref. Well, aujourd'hui, c'est notre dernier show, notre dernier retro review de type WCW pour le mois de septembre. Évidemment, le mois de septembre, c'est toujours le. De type WCW. De type WCW. C'est quand même un long mois WCW. Hein. Ça fait longtemps qu'on parle de WCW. Là. Il est temps que ça finisse, honnêtement, parce que avec les affaires que je regarde, pas toujours jojo, quoique. Ça reste très sympathique et drôle à l'occasion. C'est-tu notre 5e podcast du CW? Ben, oui, je pense que oui. Là. Avec DDP, mettons. Là. Non, c'est notre 4e. On a juste fait 4 ce mois-ci. Ben, 4 plus DDP. Non, avec DDP. Ah ouais, pour vrai. C'est plus long. Parce qu'on a quand même eu des breaks entre chaque enregistrement aussi. Fait que c'est peut-être pour ça que t'es mélangé. Là. Ah, peut-être, oui. Peut-être. Ça se pourrait bien que ce soit ça. Mais ce soir, au podcast, aujourd'hui, ça tout dépendamment quand vous l'écoutez, c'est World War III, 1996. Donc, dans le fond, c'est la version Royal Rumble de WCW, on peut dire ça comme ça. C'est quoique ça n'a pas duré très longtemps. C'est plus Battle Royale que Royal Rumble. Là. Ouais, je détestais pas le concept, mais. Ah, moi, j'aime ça, moi. Ouais. Fait que. Puis, j'ai essayé avant qu'on vienne ici, j'ai essayé de retrouver le magazine. J'avais un magazine avant de WCW avec World War III dessus, que j'aimais bien quand j'étais jeune. J'ai essayé de retrouver sur Internet un peu la pochette, mais ça. On dirait il y avait trop d'affaires, puis j'étais pas sûr à 100% si c'était quel que j'avais. Fait que, bref, je l'ai pas mis, mais si je le retrouve sur ces réseaux sociaux, je le mettrai en même temps que je mets le podcast comme ça. Parce que j'avais vu ça dans le temps, j'avais acheté le magazine justement parce que ça m'intéressait. Je trouvais ça intéressant World War II. Puis j'ai vu que j'achetais pas les pay-per-view à l'époque de la WCW parce qu'à un moment donné, il faut pick and choose aussi, surtout quand tu payes pas. Là. Pas vraiment qu'on connaissait acheter les WCW, vraiment. Là. Le seul, je pense, c'est Kevin qui l'avait déjà acheté. Bon, peut-être. Pour voir Sting, genre. Ouais, mais Kevin, il a toujours acheté des affaires que les autres n'avaient pas. Là. Il était tout le temps un peu à part. Là. Un vrai gosse de riche. Y a-tu une gosse ou 2 gosses de riches? Ben, c'est toujours 2 gosses. Tu penses-tu qu'il va écouter le podcast avec les heures d'Europe depuis qu'il est revenu d'Europe ou ben, il est revenu aux heures du Québec? Il est revenu aux heures du Québec, je pense. L'autre jour, il m'a demandé sur un McDo. Après la NWC? Ouais, qu'on voit plus. Vous n'êtes plus booké là-bas? Ben, pour l'instant, non. Là. Mais c'est pas mal dur d'être booké quand lui, il n'est pas là, puis c'est ça. Ouais. C'est dur aussi de. Faut pas que tu te trompes quand tu mets un show de la NWC parce qu'ils sont fâchés. Le monsieur en arrêt de son ordinateur, il est fâché. Il veut juste clarifier le gars. Tu sais, comme toutes les compagnies, toutes les promotions qui font ça des fois avec nous autres. Là. Ouais, mais lui, il est plus direct parce que c'est un vieux monsieur fâché. Ben non. Chacun sa façon de faire les choses. Tu devrais faire du yoga puis te mettre à diète, mon chum. OK, parfait. Fait que là, aujourd'hui. Really? Ben oui, tu coke diète. Ouais, OK.
C'est même pas bon du Coke Diet. Bref, aujourd'hui, comme j'ai dit, WCW World War III, c'est notre dernier podcast du mois de WCW, mais on a aussi fait un podcast qui est sorti la semaine passée, si vous êtes intéressé à aller le voir. Probablement une des pires notes, on va vous le dire, là, c'est la pire note qu'on a donnée à un podcast, à un show ever, en fait, pas un podcast, parce que le podcast était très bon. Bash at the Beach 99, donc WCW. Avec la note de 3.5, les deux, on a donné ça au show sur 10. Donc, la pire note ever depuis le début du podcast. Est-ce qu'il y en a un qui va le battre en termes de médiocrité? Ça se Sûrement. Exact. Si on fait mois de septembre l'année prochaine, d'après moi, il devrait le battre. Un nouveau contender. Et on a un gros mois qui s'en vient aussi. Je ne sais pas si tu vas en parler tout de suite ou on attend la fin. On va attendre la fin. On va attendre la fin. Parfait. Fait qu'on est prêt à commencer le rétro review de World War III 1996. On commence ça direct, mon cher ami, en partant. Calmaté. Non, pas ça encore, là. Pourquoi t'es surpris quand c'est ça qui pèse sur le bouton pour la musique? Merci de briser le quatrième mur. C'était voulu. Mais c'est pas moi qui appelle ça sur le bouton, parce qu'on a maintenant un réalisateur en arrière-scène, on le salue. Parle de réalisateur, je viens de réaliser que je l'avais beau. Regardez le podcast Entre deux chaises, les potes. Abonnez-vous aux deux chaises. Et encore une fois, c'est fort. On va baisser le ton un petit peu. Moi, c'est lui qui l'a parti. Il est pas même oreilles que nous autres. Ouais, c'est Léa qui l'a parti, fait que c'est un peu normal aussi que ça fasse ça. Exact. Alright, est-ce que tu es prêt pour Dans la vraie vie, le segment? Je vais deviner à Marco que dans la culture populaire en talk show qu'on a eu aujourd'hui, qui est évidemment World War III 1996, qui a eu lieu le 24 novembre 1996. Donc, est-ce que tu peux me dire son numéro 1 en Amérique du Nord? Et tu l'auras pas. Non? Aucune chance? Aucune chance. Parce que je connais pas ça? Tu connais peut-être la toune, mais peut-être pas si je te dis le titre, tu connais peut-être pas. Écoute la musique dans ton chant. Peut-être tu vas la connaître, peut-être. Ok, je vais dire Suavemente d'Éric. Je sais pas si c'est Éric Chavez, mais je vais dire Éric Chavez. C'est pas Éric Lapointe, ça c'est sûr. Non. Et non, c'était No Diggity de Blackstreet avec Dr. Dre. Oh, No Diggity, Dig It All. C'est ça? Ah non, ça c'était dans No Mercy. No Mercy, ça, ouais. Son numéro 1 au Québec, là, tu vas peut-être plus l'avoir, Valent. C'est un homme. Ouais. En 96. Ça doit être genre Mario Pelcha, là, un gars de même. Là. Non, pas ça. Ok, parfait. Je vais dire. C'est un gars que j'aime, mettons, ou que j'aime pas? Ou bien que tu sais pas? T'aimes limité, là. Oh! Ouais. Oh! J'aime limité. Ben là, c'est un grand mot que j'aime, là, mais. C'est pas Mario Pelcha, il a utilisé dans le Ok, ça doit être. Comment ça s'appelle? Cossette, là. Cossette! C'est pas Sylvain Cossette, non. Sylvain Cossette. Ah là, je sais pas. C'est Kevin Parent. Ah! Avec Father on the Go. C'est bon, ça. Oui. Film numéro 1 au box-office. Ça, c'est un film avec... 96, ça doit être un film de science-fiction, genre. Ouais, puis c'est big. Ok, attends un peu. 96, science-fiction. Je vais y aller avec un truc que j'ai une affiche ici. Je sais pas si c'est en 96, mais je te l'ai jamais montré, là. Faudrait que je l'installe à un moment donné. On va dire Mars Attack. Non, j'ai un autre guess. Ça doit être Men in Black. C'est une franchise là, de films. Men in Black. De films, attends, c'est pas finir là. De films et de séries télévisées surtout. Séries télévisées surtout. 96. Baywatch? Pas Vader Time, non. C'est Star Trek. Premier Contact. Tellement plate. Ben oui, mais ça reste une grande franchise quand même. Là. Je sais. C'est quoi l'autre ce que tu viens de dire avant que je te dise la réponse? Ça veut dire quoi? Baywatch. Baywatch, c'est vrai, c'est de la science-fiction, un Baywatch, ben oui.
On va voir comment ils tiennent. Bref, jeu vidéo sorti alentour au 64. Ouais. Super Mario 64. C'est quelque chose Gold. Golden Eyes? Non. Gold Digger? Non. Non. C'est Killer Instinct Gold. So, Mais oui, on donne. Ouais? En 96, ça là, il faudra que j'aille voir les réponses à un moment donné. Ça se peut pas, ça. Ben oui, ça se peut, c'est juste pas bon pour les trouver. On va voir à moi. T'es place de ce jeu-là, je t'en ai joué. Eh oui. Au pire, prochaine fois, tu peux deviner, je peux te dire les réponses tout court, puis on finit ça là-dessus. Là. Ouais, on fera ça la prochaine fois. Tu vas voir du monde qui vont chialer. Prépare-toi. Dans le monde du sport, dans le merveilleux sport, la merveilleuse ligue, qui est la CFL, que j'adore depuis toujours. La Coupe Grey, au Ivor Wen Stadium de Hamilton. Les Argonauts de Toronto ont gagné la Coupe Grey en battant les Eskimos 43-37. Le MVP était, d'après toi? Hein? Le MVP était qui, d'après toi? Je sais qu'en 97, c'était Flouty, mais je sais pas si en 96, c'était lui. Je pense que c'était le running back, mais je me souviens pas de son nom. C'était pas un running back, c'était Doug Flutie. OK. Parce qu'ils ont gagné back-to-back, 96-97. Ouais, c'était leur 13e titre de championnat aux Argos. Argos! Ah là là. C'est WC Magazine du mois de novembre 96. On a la merveilleuse équipe, pas vraiment, de Dungeon of Doom avec le Leprechaun, Jimmy Hart, Conan, Kevin Sullivan, les Barbarian et Ming, Hugh Morris, Big Bubba et Max Payne. Sale faction de mort. Comment ça, Andrew Scott est en avant en première. De un, c'est Andrew Stott, puis de deux, c'est pas. Hein? Ouais. Eh non, c'est qui ça? Non. C'est le gars qui faisait le sergent Dwayne Bruce, celui qui entraînait au Power Plant. Là. Ah oui, le Power Plant. Ouais, je m'en souviens. Il était avec Goldberg pour un match contre Bubba Vaga et Lex Luger. Là. Tu veux dire Gold Boy? Gold Boy, oui, exactement. Et dans les journaux, il y avait eu ça aussi pour annoncer la venue du pay-per-view au Norfolk Scope. Avec d'un côté, on a le Giant, Scott Hall et Kevin Nash. Et de l'autre côté, Luger, Sting et Macho Man Randy Savage. Pour annoncer la grosse bataille royale à 60 lutteurs. Alors voilà. C'était dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. Jamais. Menteur, t'aimes ça. Prochain podcast, il n'y en a pas, je pense, parce que c'est. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Ben, c'est Buried Alive. Là. OK. Fait qu'on en a pas. Yes, enfin. Mais au d'après, il y en a un, par exemple. WCW World War III 96 a été le 24 novembre 1996 à Norfolk, Virginia, aux États-Unis. L'aréna, le Norfolk Scope. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que quand t'as dit Virginia, ça me fait penser à Ready to Rumble, c'est le nom de la femme de Jimmy King, Virginia. Virginia, là, des. Vous voulez les voir? J'ai déjà vu des morpions de près. Ils sont plus tout le monde qui tombe dans la boule. 10 314 spectateurs ont assisté à l'événement. Donc au Hein? Mes sympathies, c'est pas vrai. Ouais, Norfolk Scope. Fait que c'est ça. Et évidemment, 500 000. Pas 500 000, 54 000 personnes ont acheté le pay-per-view. Donc, quand même, c'est pas banal. C'est pas beaucoup, par exemple. Et, oui, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup, t'as dit? Ben, je trouve pas, 50 000. Non, c'est pas beaucoup. Effectivement. Les animateurs, les commentateurs de la soirée, Bobby Heenan, Dusty Rhodes, Tony Schiavone, Lee Marshall, Larry Zbyszko et Mike Tenay ont tous été aux commentaires pour la soirée. Donc, c'est eux autres qui ont commencé la soirée. Ben, en fait, Tony Schiavone, Bobby Heenan et Dusty Rhodes étaient là au début. Ouais. Puis après ça, ben, ils ont été joints par Lee Marshall, Zbyszko et Mike Tenay plus tard dans la soirée. Oui, pour le fameux World War III. Puis, je vais jumper le Billy Gunn un peu, là, mais je vais dire le premier match, puis je veux qu'on en parle avant que je commence la description du match, parce que
Je me souviens pas d'avoir déjà entendu parler de cette affaire-là. Fait que, premier match de la soirée, le G-Crown Champion Ultimo Dragon avec Sonny Ono va affronter Rey Mysterio Jr. Et la G-Crown Champion, ça me disait fuck all, moi, cette affaire-là. Ben, c'est l'affaire que Dragon a toutes les belts, là. Il y avait 8 ceintures, c'est ça. Il y avait 8 ceintures light heavyweight, c'est ça? Ouais, mais c'est le Japan Crown, je pense à les compagnies au Japon qui avaient toutes les belts, là. OK, parfait. Parce que j'étais comme, Chris, il n'y a pas 8 ceintures light heavyweight, mais quoi que ça doit. Mexique doit être là-dedans aussi, j'imagine. Ouais, ben, il y a sûrement Mexique, All Japan, New Japan, peut-être War, peut-être, je sais pas. Faudrait que je check, j'ai pas. C'est un peu comme Money, un peu, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Ou, Ouais, ben non, c'est pas la même chose pantoute parce que Money, c'est des non? compagnies différentes, là. Dans le sens que c'est un peu partout dans le monde. Les autres, lui, c'était plus Japon, based in Japon, là. Je vais checker. Le J-Crown, OK? Ouais. Puis, ben ça, c'est un rematch entre les deux hommes parce que Rey Mysterio avait gagné le premier match à Hog Wild. Puis c'était les débuts de Ultimo Dragon en plus, donc à Hog Wild. Puis après ça, quand il a gagné toutes les ceintures, ben, il a commencé à prendre comment on disait, pas un boost, un petit peu de momentum. Galon. Puis Rey avait perdu la Cruiserweight belt 4 semaines juste avant le pay-per-view Halloween Havoc. Donc, c'est quand même un bon build-up pour le match. Là. Puis, tu sais, Ultimo Dragon contre Rey Mysterio Jr., c'était un des matchs que tu voulais voir sur la télé de WCW, que ce soit payant ou non payant. Là. Il faisait partie des 4, 5, 6 Cruiserweight que tu voulais voir à chaque soir, à chaque émission de Nitro. Fait que, évidemment, c'était très, très apprécié. Ouais, vas-y. Ben là, j'ai le J-Crown, c'est le Octopole Unified Championship avec 8 ceintures. Puis les 8 ceintures, c'est les suivantes. La WGP World Junior Heavyweight Championship, la British Commonwealth Junior Heavyweight Championship de la LLPW au Japon, la NWA World Junior Heavyweight Championship de NWUSA, la NWA World Welterweight Championship à CMLL au Mexique, la UWA World Junior Light Heavyweight Championship au Mexique, encore une fois, la UWA, la WA World Junior Light Heavyweight Championship au Mexique, encore pour la WA, la WBF Light Heavyweight Championship USA Mexique, et la War International Junior Heavyweight Championship, la War au Japon, comme je l'ai dit, War Wrestle and Romance. Et le premier champion a été qui? Ça a été le Great Sasuke. Ça, c'est bon, ça, quand tu vas au restaurant de Sasuke. Ouais. Et voilà. Le J-Crown a été dissous en novembre 1997, principalement parce que la WWF, a eu la restitution de sa ceinture, la Light Heavyweight Championship, qu'elle voulait relancer aux États-Unis. Ça a obligé au détenteur Shinjiro Otani à rendre les autres titres aux promotions d'origine, mettant fin au J-Crown. Parfait. Fait qu'on est prêt pour la description du match, mon cher TJ? Je suis prêt à t'écouter. Oh, parfait. Donc, évidemment, vous en doutez, un rythme endiablé au début du combat. Et après ça, le Dragon va mettre Mysterio par terre, va lui faire un combo de kick, puis il va le mettre dans le coin avec des bonnes petites chops. Puis un move qui était vraiment nice au début, c'est que Mysterio a essayé un springboard, puis l'autre l'a pogné en dropkick, puis est tombé en bas du ring. C'était vraiment fou. Puis dans le temps, Mysterio, quand il revolait, là, à ce temps, il a pris de la masse, là, mais dans le temps, il était plus maigre. Il revolait en salle, là, que ce soit contre un heavyweight ou contre un light heavyweight. C'était vraiment assez malade. Après ça, Dragon va faire un powerbomb en levant Mysterio. Donc, un genre de backup powerbomb avec un hot shot. Ça va faire 1-2 non. Drago va donner un giant swing à Rey Mysterio par la suite avec beaucoup de tours, un peu à la Cesaro ou à la Claudio Castagnoli que vous connaissez maintenant aujourd'hui. Après ça, il va y avoir un Fisherman Buster pour le 2, puis un Brain Buster pour un autre 2. Donc, c'est peut-être des Cruiserweight, mais il ne ménage pas les moves spectaculaires en début de combat. Un Tombstone Pile Driver. Puis bon, ça va être un troisième near fall de consécutif. Donc, Mysterio est toujours vivant.
Comme la chanson de Jerry Jerry Boulet. Boulet. Toujours vivant. C'est celui qui regarde en avant. Et voilà. Après ça, Ray va avoir un autre Tombstone, puis il va lui donner. Dragon va faire un slingshot splash à Mysterio. Et il va faire le Dragon Steiner pour 1-2. Et non! Ça ne fonctionne pas. Mysterio, après ça, va attraper Dragon dans le coin. Puis il va faire un springboard, split leg moonsault pour le 2. Toujours. Puis là, pour vrai, ça ne s'arrête pas. Là. C'est que ça. Là. C'est back and forth. C'est ça, back and forth. Après ça, plus tard dans le match, Rey Mysterio va faire un springboard Hurricane Rana. Ça, c'est le genre de son finish qu'il faisait avant, là, quand il faisait le springboard Hurricane Rana puis il tombait en pin. Ouais. Habituellement, il gagne tout le temps. Mais il va le bouncer sur les cordes. Drago va le bouncer ses cordes en powerbomb pour faire le compte de 3. En 13 minutes 47, Ultimo Drago va battre Rey Mysterio pour conserver sa ceinture. Une affaire avant de dire la note là, du match. Là, dans mes notes, avec Dragon, là, il dominait tellement, on aurait dit quelqu'un qui jouait à Revenge. Que tout son moveset à quelqu'un dans le même match, puis à Easy, puis tout allait super facile. Parce que Ray, je pense que s'il y a eu 20% d'offense, c'est très bon parce que l'autre, il l'a dominé tout le long du match. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas, tu sais, puis j'ai coupé un peu les moves parce que des fois, je chialais dans le temps sur toi, mais à un moment donné, le podcast durait, quand c'est moi qui le faisais, ça durait plus longtemps. Hein, 13 minutes, quoi t'as dit le match? 13 minutes 47, la longueur du match. Là-dessus, c'est facilement au moins 11 minutes Ultimo Dragon qui domine. Ouais, ben, tu sais, c'est spectaculaire, puis ça rentre au poste, puis je parle pas de l'émission. Comprends, oui. Puis, sauf que j'ai de la misère à comprendre pourquoi Ray a eu autant peu d'offense dans ce combat-là. J'ai aucune idée. Puis pour toi, ça a-tu... C'est quelque chose qui a joué sur la note à cause de ça? Ouais, ben oui puis non. Là. Le match est bon pareil. Même si c'est juste un gars qui fait les moves, c'est quand même bon pareil. Là. Les moves sont bien faits, puis ça se tient. Mais non, c'est ça. J'ai juste trouvé ça bizarre un peu que Ray ait genre pas d'offense dans même 3/4 du match. Là. OK. Tu as donné combien à ce match-là pour le fun? 3 et 3/4. J'ai donné la même maudite affaire. Mm-hmm. Puis c'est 3 et 3/4 pour un match qui était one-side, c'est quand même très solide. Là. Malgré le fait qu'il a dominé 80% du match, ben, c'est très très bon pareil. Là. C'est pas, oui, des fois, les squash, ça peut être intéressant aussi. Là. Mais tu sais, en tout cas, je trouvais ça bon pareil malgré le fait que c'était, comme j'ai dit, un squash. Bon, hein. Je prendrais ce match-là avant n'importe quel ou à peu près n'importe quel match qui a roll lundi soir. Seule affaire, c'est que si maintenant tu es pour faire un match de même, tu peux le raccourcir, c'est juste pour avoir un gars qui domine tout le long. Là. Genre 2-3 minutes de moins, mettons. Là. Mais tu sais, avec ce que tu as après comme match. Oh ouais, non. La carte, c'est pas la pire carte non plus de la WCW. Non, c'est solide quand même. Ouais. Fait que, c'est ça. Drago conserve ses titres et est toujours au top de la montagne de la division Cruiserweight à travers le monde. DDP et Mean Gene Okerlund qui vont parler du fait que rien à voir avec Eric Bischoff, qui sont... Ouais, vas-y. Mean Gene Okerlund! Ouais. Puis Page, il dit qu'il a des beaux cheveux, puis qu'il utilise des Head and Shoulder, puis de ne pas être jaloux du Sam Jean, qui n'a rien à voir avec Eric Bischoff, qui arrête de faire, d'essayer de trouver des bébés qu'il n'y en a pas, que des très beaux cheveux qui utilisent Head and Shoulder, puis sois pas jaloux. Bang! Dit DDP. Est-ce qu'il a traité de Monkey Boy? Oui. C'est mon insulte préféré de DDP. C'est vrai, hein, quand il dit ça, c'est... Hey yo, Monkey Boy! Et là, je me sens presque un imposteur de faire le prochain match. C'est correct, là, droit. Match numéro 2. Chris Jericho, accompagné de Teddy Long, affronte Nick fucking Patrick. Yes! Et pour ceux qui regardent sur YouTube le podcast, on voit des images en vidéo et en photo de Nick Patrick. Ouais. Puis encore une fois, c'est moi qui vais des thumbnails parce qu'il n'y en avait pas sur ce show-là, malheureusement. Ouais, j'en avais pas trouvé moi non plus. Fait que j'ai regardé. Puis je sais pas quoi dire que Nick Patrick. Remets donc le thumbnail pour le fun, juste pour. Si, on dirait, tu sais, dans l'émission Eastbound and Down, là, Kenny Powers. Ouais. C'est crissement lui. Tu sais que depuis qu'on est revenu de Toronto, j'ai commencé à mettre du bubble dans la maison.
Du Bubble? Ouais. Hubble, excuse, le gars, le personnage qui était avec Edge and Christian à All Out. Ok, ouais, non, je savais pas. Parce qu'il fait tout le temps Ils sont où les binous? Ouais. Puis c'est une joke que Jess faisait. Elle trouvait ça drôle dans le temps parce qu'elle aimait ça. Ouais, Ah, mais c'était pas. Là je me suis mélangé avec Trailer Park Boys, excuse, ouais, ça n'a pas rapport. ouais, ok. Mais c'est le même gars qui fait. Ouais, c'est le même gars qui fait. Non, c'est le même gars, Trailer Park Boys, puis Eastbound and Down. Non, je pense pas. Non, ils se ressemblent. En tout cas, bref, on va Ouais. le dire pareil. Puis là, à cette heure, je l'imite, puis ben, les enfants trouvent ça drôle quand j'imite, quand je fais Ouais. ça. Ouais. À leur défense, tu dis caca puis ils trouvent ça drôle. Fait que c'est peut-être pas de l'accomplissement. Non. Là, ils trouvent ça plus drôle que d'habitude, puis je suis très drôle, je veux juste te le dire. Là. Ouais, mais tu devrais le faire quand t'es avec moi parce que ça paraît pas. Jericho va faire un shoulder block Iptos à Nick Patrick pour commencer. Fait que, après ça, J'ai un il détail, par va être. exemple. Oui, vas-y. Jericho le met dans le dos. Ah oui, je ne l'ai pas dit, je m'excuse, ouais. C'est ça. Fait que, vu que Jericho a une main dans le dos au début, Nick Patrick arrive vraiment, là, tu sais, comme genre, tu sais, il est cocky, genre, j'ai des chances de gagner, puis Jericho, aucune chance, mais tu sais, t'es quand même Nick fucking Patrick. Fait que. Mais j'ai pas remarqué dans le match, as-tu fait son bum pareil dans le match ou. Ben oui, il l'a fait. Ben oui, c'est ça. Il l'a fait. La première fois qu'il l'a fait, ou la meilleure fois qu'il l'a fait, je pense la caméra comme filmée de loin, ou je sais pas trop, quand on l'a manqué, mais je l'ai définitivement vu là, quand il est tombé, il était de même. Puis une affaire aussi avant que tu parles du match un peu plus, l'entrée de Jericho en Babyface, je trouvais que c'était nice en Chris. Là, avec Pourquoi? quand il se met dans la foule, là, puis les fans se tapent, et il dit Come on, baby! C'est Ouais. malade. Je trouvais ça cool. Mais j'ai toujours mieux aimé Jericho en heel. Là. Oui, non, mais je veux dire, l'entrée, même que, tu sais, d'habitude, les lutteurs face, ils arrivent, puis ils vont se taper des mains, puis c'est tout, là. Mais lui, Ouais. il se met dans la foule, puis là, les fans sont là, ah, let's go! Je trouvais ça cool. Ben, DDP, il faisait pas la même chose. Ben, lui, il allait dans la foule quand il avait fini le match, mais sinon, ou quand il rentrait pour le match des fois. Mais ça a pris du temps avant qu'il le faisait pas dans ce temps-là. OK. C'est encore heel dans ce temps-là, DDP. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mm-hmm. Fait, comme je disais, shoulder block Iptos à Patrick. Après ça, il va être dans la face. Il va aller dans la face de Teddy Long, Patrick. Puis, il va slapper Jericho en se relevant, puis il va demander à Jericho de le slapper back en retour, puis il va le frapper, puis il va tomber à terre. Fait que... C'est drôle quand il a été écœuré Teddy Long, c'est comme le ref qui écœure un futur ref. Ouais. Il va reprendre l'avantage, Nick Patrick, en esquivant un clothesline que Jericho va rentrer dans le poteau. Donc, Nick Patrick, c'est un fin renard. À ce moment-là, il va pouvoir prendre l'avantage du combat. Et après ça, Patrick va puncher Jericho dans le coin. Puis il va le charger avec un pied. Puis il va se péter la gueule sur le turnbuckle. Après ça, ouais, c'est ça. Fait que, puis il va être slamé. Il va monter sur le top rope, il va être slamé à la Ric Flair jusque dans le milieu du ring. Et va manger un super kick pour le 1, le 2 et non, le 3. Chris Jericho va remporter le combat en 8 minutes 2 quand même long pour un match de ce genre-là. Non, ben, c'est correct, là, avec un petit stalling de Patrick qui va en bas du ring, puis ça fait la même. Je trouve que c'était correct. Puis Nick Patrick, il a déjà lutté là, avant d'être arbitre. Oui, il s'est entraîné comme lutteur. Son père, c'est un lutteur. C'est le. Comment il s'appelait, je pense? C'est quelque chose de Destroyer, je pense. Ultimate Destroyer, je ne sais pas trop. Faudrait que je check son nom, mais son père, c'est un lutteur. Là. Puis pour un gars qui faisait 15 ans qui n'avait pas lutté, il a quand même eu. C'était quand même décent comme spot. Là, je veux dire, pour le peu qu'il a fait, il a quand même bien fait sa job. Puis apparemment que quand il savait qu'il était lutté, il est retourné s'entraîner au Power Plant quelque temps pour se remettre dedans. Fait que non, pour vrai, shout out to Patrick, même si c'était juste 5 minutes, là, ben, 5 minutes de match physique, là, le reste c'était plus les entrées puis du tourner autour. Là. Ouais. C'est très bon. C'est The Assassin Jody Hamilton, le père de Nick Patrick. Parfait. Puis, puis vers la fin du match aussi, vers le milieu fin, là, on voit vraiment genre, que le bras de Jericho, il est défaite. Là. C'est lui qui tient sa propre corde pour pas qu'il se défaite de l'affaire, parce que ça paraît beaucoup.
Puis, pour une couple d'années, j'avais acheté son livre qui avait sorti, tous ses matchs, qui avait fait les reviews, là, qui a donné des notes sur 5 comme d'étoiles à ses matchs. Là. Jericho, hein, c'est ça? Ouais, le livre de Jericho. Ouais, je me souviens de ça. Puis ça, mais dans le livre aussi, il y a une couple de fois, beaucoup de fois qu'il parle aussi. Il ne fait pas juste dire des notes de match, puis sinon, ça serait un peu plate. Là. Mais il parle de chaque match, d'une couple de matchs. Mais dans celui-là aussi, il parle de ce match-là contre Nick Patrick. Puis j'ai marqué le petit bout de son livre qui en parle. Fait que je peux le dire si tu veux. Je l'ai marqué dans mes notes. Ah, vas-y. Pendant l'écrit de son livre, c'était essentiellement mon premier gros angle à la WCW contre la bête Nick Patrick. Alors que j'étais dirigé par Teddy Long, qui comptait alors Jimmy Powers, Hardwork, Bobby Walker et Iceman dans son effectif. C'était un combat sans issue dans un angle sans issue, mais Teddy et Nick étaient des bons gars et on a fait de notre possible. Nick avait beaucoup de heat en tant qu'arbitre corrompu de la NWO, dont le match avec un bras attaché dans le dos a suscité une bonne réaction. Et ce fut le cas jusqu'à temps que la corde qui se renait à mon bras après le début du match. Je travaillais encore 10 minutes, faisant semblant d'être encore attaché dans le main en tenant mon bras dans le dos comme un idiot. Alors, voilà. Ouais. L'arbitre du combat aurait dû réattacher son bras ou si ça avait été un lutteur peut-être plus d'expérience, il aurait dit hey, son bras est détaché, là, ça compte pas. Là. Ouais. Mais bon, il était jeune aussi, Jericho. Il aurait pu coller la shot, mais dans le temps, je pense que ça se faisait peut-être un peu moins. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Non, pour vrai. Combien t'as donné à ce match-là? Combien qu'il a donné, lui? Oh, j'ai pas marqué la note, j'ai juste marqué la mienne. Là. Je sais pas combien il a donné. Sûrement que. Mais Jericho donnait beaucoup de grosses notes à ses matchs des fois. Fait que. Ouais. C'est Jericho, c'est un égomaniaque. Non, mais ça dépend comment toi tu vois ça. Là. Mais bon, à ce match-là, j'ai donné 1 et 3/4. 1 et 3/4? Ouais. OK, j'ai donné 1,5. OK. C'est pas mauvais, mais c'est correct pour ce que c'est. Là. Puis c'est drôle aussi, fait que. Ça m'aurait même pas dérangé de donner. 2, c'est exagéré peut-être un peu, là, mais. Oh, ouais. Tu sais, 1, 3/4, 1,5, je suis à l'aise avec ça. Parce que les deux me font rire. Puis surtout Nick Patrick avec son attire, pour vrai, il aurait pu rester là 8 minutes de temps, puis j'aurais eu du fun. Il aurait été malade. Après ça, il aurait revenir pour la War 3 après. Ça aurait été malade. Ben oui, il aurait pu. Tant qu'à avoir 60 lutteurs, il y a des lutteurs là-dedans, on aurait pu skipper facilement. Là. Ah ouais. Mais John Oakland ramène celui qui se rétablit, Ric Flair, qui est dans la crowd, qui est déjà très, très en feu, avec Flair qui arrive en plus. Puis il promet au public que quand tout ça va être fini, quand toute son histoire va être finie avec la New World Order et la WCW, qui va danser all night long, un petit peu plus longtemps. Il va danser un peu plus longtemps, il va rester un peu plus longtemps. Puis The New World Order will belong to WCW. Woo! Ça, c'est les mots de Ric Flair dans sa promo. Quelque chose à rajouter pour moi? Non, absolument pas. Ric Flair a une promo comme d'habitude, de l'énergie, puis beaucoup de wou. Exact. Des wou et pas de bas. C'est vrai, il met pas de bas. non, mais dans le sens des wou et des bas. Ah. Ouais, c'est ça. T'as pas compris la joke. C'est pas assez drôle. Ben, tu sais, je te l'ai dit que c'était moi qui étais drôle dans les deux. Ouais, ben ça va. Ouais. Match numéro 3. The Giant va affronter Double J. Wow, quelle photo. Jeff Jarrett. Évidemment, un des préférés du podcast. C'est rare quand même qu'on en parle, mais vrai, la question qui nous revient le plus souvent, à part que dans la vraie vie, c'est plate, c'est comment s'appelle Jeff Jarrett, mon cher TJ, puis je pense que tu es pas mal le seul qui a la réponse dans le monde de la lutte. Il y a juste moi et Jeff Jarrett, en fait, qui sait comment le dire. Là. Je sais pas pourquoi il n'y a personne d'autre dans le monde qui sait pour nous deux, là, mais bon, on est spécial, ça a l'air. On l'appelle Jeff Jarrett. J-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. Ha ha ha. Ça devrait être dans l'intro du podcast. Ça. Bon, peut-être, on peut s'arranger. On est dû pour une nouvelle intro, non? Hein? Oh, oui, mais ça fait. L'année passée, je l'ai dit quand on avait jasé. Mais bon. En janvier. On m'avait dit. En janvier, on le promet. On m'avait dit que c'était correct. Okay. J'ai pas continué. Mais. OK. Qui t'avait dit ça, Alfredo? Hein? Non, Kevin. Ah. Ouais. Bref, en même temps, je voulais dire avant que le match commence, c'est que
c'est bizarre c'est tout le temps bizarre de voir Jeff Jarrett babyface, surtout dans les années 90, là, de le voir babyface puis taper des mains, je trouve ça un peu weird. Sa tune était 40, par exemple, elle est vraiment bonne, sa tune qu'il y a. C'est pas Chosen One, hein, évidemment, puis, Ouais, mais elle est fucking bonne. Je vais la mettre comme tune après le podcast, sur l'audio, mais elle était 40. exact. Puis Puis, oui. vas-y. Ah, Puis vas-y. aussi, ouais, puis aussi pendant le match aussi, ils disent que le Giant il a joué à la WO pas longtemps avant ça, peut-être une couple de mois, peut-être une couple de semaines avant ça. Puis il disait comme quoi que la raison pourquoi il avait été à la NWO, en KFM, c'est qu'Hogan il avait promis des films puis de faire plus d'argent puis tout. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il était dans la course aux jouets, qui est sorti pas longtemps après Ouais. ça, avec Arnold. Fait qu'il disait que c'était à cause qu'il était avec la NWO qu'il avait eu ce rôle-là puis tout. Giants, ça? Ouais. Ben, ça se peut. Non, mais peut-être pas, mais dans le sens que pour les raisons qu'il est fait, pour qu'il ait la WWE, pour Ah, avoir plus d'argent, plus de films, ouais. plus d'opportunités, c'est quand même cool pareil. Là. Ouais. Mais c'est sûr que le fait d'être dans. De toute façon, tu sais, Giant, premier match, a gagné la belle contre Hogan. En partant, si Hogan te laisse gagner, puis tu sais que tu peux faire de l'argent avec, puis s'il t'a aimé, t'as bien worké avec, t'es dans la NWO. Fait que ça se peut qu'Hogan ait parlé pour vrai. Là, Ça se peut, mais. Ouais. C'est peu probable, mais ça se peut. Ah ouais. Le Giant arrive au ring avec la US Title Bell parce qu'il dit que la ceinture n'appartient plus à Ric Flair parce que Ric Flair ne l'a pas défendu pendant 30 jours. Donc, maintenant, elle lui appartient. Évidemment, Ric Flair qui vient de revenir. C'était une blessure ou il avait été malade, je pense, quelque chose comme ça. Là. Je ne sais pas si c'était kayfabe ou dans la vraie vie, là, mais J'ai aucune idée. ça a fait le blesser, je pense. Là. Fait qu'il est revenu, évidemment, on l'a vu là, dans le segment d'avant avec Eugene Oakland, donc rivalité avec le géant. Et fait que c'est ça, il se promène, il show off la US Bell pendant que Jeff Jarrett, lui, va essayer de knocker le géant pendant tout le match, de le frapper. C'est quand même drôle de voir que Jeff Jarrett essaie de le knocker. Avec Et ses beaux évidemment, The Giants, reste de Giants, va take over le match avec des chokes et des chops dans le coin. Puis, il n'y a pas grand-chose qui se passe jusqu'à temps que qui arrive? It's de la foule, vraiment long avant qu'il puisse descendre. Ouais. Le Giant va manquer un pump slam et Jarrett va lui faire un flying body press pour le 1, 2, non! Sting va jumper par-dessus la rail et dans le fond, Jarrett va essayer de prendre l'opportunité pour le battre. Et le ref va counter out le Giant et Sting va remonter. Sting va remonter dans le ring. Il va donner à Jeff Jarrett le Scorpion Dead Drop. Et quand Sting va partir, le géant va attendre et va faire un choke slam à Jeff Jarrett, va le relever et pour le faire le 1, le 2 et le 3. Donc, le Giant remporte le combat en 6 minutes 52 contre Jeff Jarrett. Moi, j'ai bien aimé que Sting fasse son Scorpion Dead Drop comme comme dans Revenge. Là. En tenant la tête du gars, puis le gars, il est comme ça. Quel sel de Jarrett. Puis Sting, après ça, dans le fond, le but aussi, c'était qu'il voulait que Jarrett arrête d'être le leader de la WCW contre la NWO. Là. Il disait que c'était pas un bon leader, puis tout. Les commentateurs, eux autres, disaient plus que c'est parce qu'ils disaient que c'est la preuve que Sting est dans NWO. Là, dans le fond, c'est ce qu'ils disaient. Ouais, c'est ça aussi. Là. Ben, c'est l'histoire après ça que c'était-tu le fake Sting, là, je pense, ou Sting NWO? Là, ou... Ben, il va. C'était-tu après ça? Non, il était déjà là, le fake Sting. OK. Oui, il était là, il était là le fake Sting parce que c'est même que c'est après ça que Sting est tourné heel puis était comme qu'il est là. Au début, le NWO Sting il était comme Sting, Surfer Sting. Ouais, c'est vrai. Puis, ben, tu sais, Giant, lui, était en rivalité avec les Four Horsemen. Je vais dire les Four Horsewomen. Les Four Horsemen, puis ça a pas mal arrêté là après. Là. Il n'y a pas eu de continuation dans cette rivalité-là avec Flair et le reste. Fait que, tu sais, ça, comme plusieurs rivalités de la WCW, ça a tombé à l'eau, puis ça a fait un gros splash. Puis c'était pas un Stinger splash cette fois. Non. Qu'est-ce que t'as passé du match? Ben, rien de mal au match, mais c'était ordinaire quand même. L'affaire plus excitante, c'était pas mal Sting qui fait son arrivée, puis avec la foule capote, puis la fin. Là. Mais sinon, c'était un match correct. T'as donné combien? Donné 2. Ah ouais, plus que l'autre match d'avant? Oui. Ouais, il y avait plus de moves. Là.
J'ai donné 2 et un quart. Oh ouais, il y avait plus de moves que l'autre match d'après. C'est juste que le match d'avant, il y avait moins de moves, mais il était plus divertissant. Ce match-là, il y avait plus de moves, mais il était moins divertissant. Après ça, il va y avoir un contrat, une signature de contrat. Ça, c'est rare que ça arrive à la lutte. Ça, c'est quasiment jamais même. C'est top pay-per-view. Tu penses qu'on est capable de voir combien dans toute l'histoire de la lutte il y a eu des signatures de contrat? Ouais, je sais pas. Il y a sûrement un fou braque sur l'Internet qui a fait ça. Hein. Je demande ça à ChatGPT, voir. On pourrait demander. Mais ChatGPT, des fois, elle sort des affaires comme ce que je t'ai envoyé tantôt. Ouais, c'est vrai. C'est pas la meilleure solution. Fait que Roddy Piper, pendant que tu regardes ça, va aller avec un contrat dans la main. Dans le fond, il dit Get out here, Hogan! Fait qu'à la place d'avoir Hogan dans le ring, Eric Bischoff va arriver aux abords du ring avec le T-shirt de la NWO, accompagné de Ted DiBiase et Vincent. Bischoff dit que Hogan ne viendra pas signer le contrat ce soir. As-tu trouvé déjà J'ai oublié ce que je voulais chercher. C'est quoi qu'on cherchait? Le nombre de signatures de contrats dans le ring, dans le monde de la lutte. OK. Fait que c'est ça, il viendra pas ça. Puis, fait qu'il il est un peu occupé en ce moment. Puis, Bischoff, dans le fond, est son porte-parole. Puis, il peut signer le contrat à sa place. Puis, Piper rappelle à Vincent que c'est lui qui a montré comment il se battait. Ça, c'est nice parce que c'est un callback à WWF. Ouais, c'est vrai en plus. La fois contre DiBiase, c'était Virgil qui se fait aider par Piper. Là. Belle touch. I taught him how to fight and you better back up, brother. Ouais, il me dit qu'il peut pas trouver ça. Il n'y a pas de définitive source. En même temps, je comprends, oui. Il s'en fout de la WCW ou que ce soit WCW ou NWO. Pour Piper, NWO pour lui veut dire No Way Out. C'est quand même drôle que quelques années plus tard, ils ont fait leur retour à No Way Out à WWF. Là, fait que, une petite touch qui n'a pas rapport, mais que c'est ça. Puis Vince Russo, il dit que ça serait. Vince Russo. Non, c'est ça, j'ai rien dit. Ouais. Fait que Piper va dans la face de Bischoff, puis Bischoff, il rappelle qu'il peut mettre Piper à l'amende s'il le touche ou qu'il fait peu importe s'il le touche ou il fait quelque chose. Puis Piper demande combien que ça écouterait. Puis après ça, il dit à Bischoff que le match contre Hogan, ça va être un no DQ puis un no count-out. Fait que it must be a winner. Donc, fait que c'est ça en gros. T'as-tu quelque chose, la promo continue, mais je ne veux pas m'éterniser sur la promo au complet, là, mais... J'ai l'affaire que tu as parlé de Piper Virgil avec l'affaire du callback, ça je l'avais dans mes notes aussi. Une affaire que j'ai bien aimé, c'est Elisabeth avec la robe avec le logo NWO dessus. Je trouvais ça une assez belle touch. C'était malade. Ouais, c'est cool ça, pareil. Ouais, ça voulait dire genre, t'es à nous autres, tu nous appartiens, puis genre, le stamp of approval, mettons. Là. Puis non. Puis ce que j'ai trouvé ça drôle aussi, c'est que, tu sais, évidemment, la NWO, c'est genre les jurés de la WCW depuis une couple de mois, puis tout. Puis il y a genre 55 lutteurs en arrière pour prêt pour World War III, mais il n'y a pas un Chris qui vient faire le save à Piper, tu sais, qui était 7 contre 1 de la NWO, tu sais. Ouais. Puis Piper, un moment donné, il flippe la table, puis il dit qu'il fait comme son Matt Hardy, puis il dit qu'il will not die. Là. Ouais, mais il y avait avec sa hanche qui était opérée, puis tout. Là. Ouais. Fait que... Mais sinon, le segment était bon, était bien fait. C'est juste une couple d'affaires que j'avais marqué dans mes notes, je trouvais ça bien comique. Ça reste un segment de Piper là, qui était très, très, très fort au micro, un des meilleurs. Là, fait que... Ouais. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'en regardant Piper, évidemment, on sait ce qu'il peut faire, mais quand tu regardes des vieux shows, je regarde Piper puis je vois MJF aujourd'hui. C'est vraiment, là, c'est son inspiration directe, c'est Piper. Là, c'est fou comment... C'est un Piper moderne en meilleur lutteur, évidemment. Ouais, je suis d'accord. Prochain combat, et ça va être drôle. Art of Meat avec Sister Sherry contre The Amazing French Canadian, PCO et Jacques Rougeau, maintenant qu'il nous suit partout, lui, accompagné du colonel Robert Parker. Donc, ah ouais, Jacques. Ah ouais, vraiment. Ah ouais, Percal. Ah là là. Et si Art of Meat remporte le combat,
Sherry va avoir 5 minutes avec le colonel Parker. C'est ça. Yes. Ouais. Penses-tu qu'ils vont gagner? Pendant le French Canadian, pendant le Canadien, l'hymne national canadien, on va te le dire. Dans le fond, Sherry a pensé que que c'était. Sherry disait que c'était les MTV Music Awards. Là, je ne sais pas trop, elle a fait un petit commentaire sur ça. Fait que, bref, c'était juste pour. Elle dit, c'était qui a dit ça? C'était à Booker T, à l'autre, elle fait comme on se croirait au MTV Music Awards, là, puis un petit commentaire poche là, que les commentateurs ont dit. Shoulder block. Qui parlant d'affaires qui s'est dit dans le match, là, d'entendre Jacques qui traite Booker T de Soka, ça m'a fait bien rire. C'était malade, ça. Jacques fait un K-pop. Il va faire un shoulder block. Et après un shoulder block de Booker T, il va faire un K-pop, va se relever tout de suite et Booker T va répliquer avec un des plus beaux dropkicks de la business, en tout cas à l'époque. En tout cas. Ouais, c'est ça, exact. Et après ça, il va taguer Stevie Ray, il va faire un double clothesline, puis Jacques va attraper Stevie Ray avec un jumping back elbow. Pour vrai, le jumping back elbow que Jacques Rougeau, il est quand même. Il est bon lutteur, Jacques Rougeau. C'est plate, là, pour ceux qui ne l'aiment pas, mais il est bon. Ouais, puis il est charismatique en crise. Oui, absolument. Pour vrai, dans le ring, il fait ce qu'il a à faire. Là. Il est parfait. Il est parfait. Il est vraiment bon pour vrai. Ouais. Après ça, il va taguer Wallet qui vont mettre. Ils vont faire un clothesline. Stevie Ray. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, taguer Wallet, j'étais prêt. Ah, c'est toi. Oui. Fait que back suplex après ça de Stevie Ray, suivi d'un bicycle kicks pour 2. Fait qu'après ça, Wallet va faire évidemment la serviette. Il va être pogné dans le coin de Harlem Heat. C'est ça. Ah, c'est toi, ça, la serviette? Un scissors kick. Booker T va manquer un elbow. Et il va faire un spinner Rooney. Puis il va jumper leg lariat. Puis Jacques va attraper la corde. Et dans le fond, il va envoyer Booker T à terre. Et dans le fond, il essaie de faire son kick. Puis Jacques va pencher à la corde. Puis Booker T va passer par-dessus la troisième corde. Son Harlem sidekick. Ouais, qui était très, très beau. Puis c'était malade. Comment Jacques aussi, pour vrai, là, juste ses mimiques dans le ring quand il baisse la corde. Puis tout, c'est astique. Il est too much, mais c'est parfait. Là. Tu peux rien demander de plus en heel. Là. Ouais. Après ça, Boston Crab suivi d'un flying leg drop sur Booker T pour 2. Stevie Ray va avoir la hot tag, va faire un press slam à Rougeau sur Wallet. Fait que comment tu manges un press slam sur Wallet? Mais ça tu dis t'aurais pas dit Wallet depuis tantôt, mais ça me faisait drôle d'entendre mon nom de famille se faire dire par Tony puis Dusty. Ouais. C'est l'équivalent de jouer à un jeu de sport et mettre ton nom et qu'il se dise dans le jeu. Là. Ouais. Oh, what a pass by Wallet. Après ça, l'arbitre va se faire pogner en sandwich dans le coin. Puis Booker T va faire un jumping leg lariat et va tomber sur le sol. Après ça, Stevie Ray va être tout seul dans le ring avec AFC. Il va faire un Spike Paul Driver. Puis après ça, le Artemis vont être down and out. Wallet, c'est trouvé ça. Va aller dans le coin, va mettre une table et va mettre la table dans le ring dans le coin. Et après ça, un autre, il va faire un Super Québécois Crash. Oh my God! C'était ça le nom du finish? Ben, c'était pas la bombe québécoise. La bombe québécoise, oui. Pour vrai? Ouais, pas la toupie, là. La bombe québécoise. Mais non. Mais ils ont manqué leur coup, par exemple. Ouais. Mais pour vrai, là, c'était. Au début, là, quand ils commencent leur setup, tu fais qu'est-ce que c'est ça, Calis? Qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est fucking nice le setup, là, pour vrai. Là. Ouais. Explique-le un peu. Ouais, je sais m'en rappeler vite tête de même. Là. Mais il y avait une table. Ils ont mis une table à côté sur la troisième corde. Ils ont mis des marches aussi. Puis ils ont mis des marches sur une table. Puis non, Rougeau était sur une chaise, c'est ça? Ouais. Rougeau était sur une chaise. Ils ont mis une table, ils ont mis des marches, puis PCO était sur les marches, puis ils ont fait leur finish de là du top. C'est là vraiment compliqué, là. Mais pour vrai, c'était fucking nice pour vrai comme spot de fin. Là. Mm-hmm.
Après ça, Booker T va se débarrasser de Jacques. Il va faire un Harlem Hangover à Wallet pour le 1, 2 et 3. 9 minutes 15, Harlem Heat remporte le combat. Et pour Et ceux pour qui vrai, ne savent pas le Harlem Hangover, c'est quoi? C'est des Booker T qui fait une flipping leg drop de la 3. ouais, exact. C'est le move qu'on avait dans Revenge. Oui, le move que s'il tombait sur la tête du gars que d'aplomb, ça pouvait le knocker solide. Ouais, mettons que je n'aimerais pas ça. Je veux pas que Bronson Reed essaye ça. Non. Puis, 9 minutes 15, pour vrai, je trouve pas que ça a paru pour 9 minutes 15. Là, c'était peut-être parce que je trouve ça drôle et que je trouve j'aime ça en même temps, fait que ça me divertit. Je sais pas. Puis après ça, ben, Sherry va être tout seul avec. Il va avoir son temps avec Colonel Parker. Puis il va l'emmener en arrière 1 minute et 2. Et, des beaux bumps de Parker dans ce segment-là. Ouais, des très, très, très beaux bumps. Donc, puis Tony Chabani, il est complètement. Il en revient pas. Il n'en revient pas à la table des commentateurs. Là. C'est vraiment une grosse exagération. Il a fait des close lines, voyons donc! Ouais, exact. Fait que, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Ben, je trouvais que c'était un combat moyen. C'était pas mauvais, là. C'était correct. Mais c'était moyen quand même. Puis j'ai bien aimé la séquence du finish, par exemple, avec la bombe québécoise, plus le Arling, c'est là pour le Arling Mower. Là. Mais pour vrai, non, beau finish, mais quand même, le match était moyen. Fait que j'ai donné 2,5. OK. J'ai donné 2,5 aussi. Fait que, OK. Ouais. Yes, on est à la même place. Après ça, on s'en va à WCW Hotline avec Mean Gene Okerlund qui va annoncer qui est le dernier superstar qui va arriver à la WCW. Donc, après ça, il dit Whatever it is, it will be just perfect for WCW. Ouais, ben c'est ça. J'ai fait mes recherches après. Puis c'est ça. C'est perfect, c'est ça. C'est Kurt Hennig. C'était lui? Ouais, c'était M. Perfect qui arrivait à la WCW. Puis c'est ça. Kurt Hennig. Parce que ça, c'est quoi? C'est le 24 novembre? Ouais, 24 novembre 1996. Puis je pense que c'est la semaine d'avant qu'il y avait le Survivor Series. Puis dans ce là c'était M. Perfect qui était le manager de Triple H, là, Hunter Stemsley. Il n'était pas là pour le pay-per-view. Puis il a quitté juste avant le pay-per-view pour. Il a quitté le WWF, puis il était le WCW après. C'est pour ça qu'il y avait le scoop, puis ils en ont parlé. Sans dire c'est qui. Intéressant. Intéressant. Prochain combat. Le championnat Cruiserweight de la WCW est en jeu alors que Dean Malenko affronte Psychosis. Est-ce que tu avais le. T'as pas skippé une promo, quelque chose, toi? Par exprès, mettons. Laquelle? Il n'y a pas Lex Luger qui a fait une promo? Je l'ai pas la minute, ouais. Ben oui, il n'a pas juste annoncé le gars du Hotline pour ça. Là. Il y avait Lex Luger après ça. Je l'ai même pas mis la main note en. Parce que Lex Luger, t'as skippé, là, voulu, c'est correct. Là. Non, pour vrai, je l'ai pas mis. As-tu quelque chose à rajouter sur la promo de Lex Luger? Ben là, j'ai remarqué dans mes notes parce que je m'en souviens pas, là. Mais non, c'est ça. Il marchait, en tout cas. Il a toujours marché, Mean Gene, OK? Prochain match. WCW Cruiserweight Champion Dean Malenko va affronter Psychosis dans un autre classique des matchs de la Cruiserweight Division de la WCW avec l'homme au 1000 old. Il y a une prise. Oui, exact. Au début du combat, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a un fan qui se fait kicker out. La foule a l'air un peu distraite. Puis, tu l'avais marqué aussi, quoi? Non, mais je me rappelle. Ouais, tu l'as vu. Là. Fait que c'est ça. Puis, ce qui va arriver au début du combat, c'est que Malenko puis Psychosis vont aller en dehors du ring. Il va faire un leap to the floor, puis il va slammer la face direct dans la guardrail. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Après ça, Malenko va retourner avec un head scissor. Donc, après ça, il va faire aussi un vertical half crab. Qui va tomber Psychosis avec un Powerbomb en papillon. Est-ce que connais-tu le Butterfly Powerbomb? Moi, je l'appelle le papillon Powerbomb. Ben oui. Ben oui, c'est parfait. Puis tout ça va être renversé en Texas Clover Leaf, mais Psychosis va se rendre jusqu'au cordes pour fighter back la prise. C'est ça.
Après ça, Pompendo Backbreaker et Malenko va y aller avec un corkscrew. Santon sur le floor. Faisait ça, Malenko? Ben oui, ça peut arriver. OK. Psychosis va revenir dans le match, va faire une guillotine neck drop pour le 2. Malenko réussit à dégager. Donc, c'est ça. Après ça, Psychosis va attraper Malenko avec un rolling Kupu kick et on va voir un double reversal sur un Tombstone Pile Driver remporté par Dean qui va réussir à faire la prise. 1, 2, kick out. Après ça, Malenko va rater une prise dans le coin. On va y aller avec le leapfrog et le rolling clutch en bridge, en pont pour le 1, le 2 et le 3. Dean Malenko remporte tout un combat en 14 minutes 34. Très long quand même, mais Ouais, très long. très intéressant. Un petit peu trop long à mon goût, mais quand même, en tout cas, selon moi, un excellent combat. Oh ouais, mais c'était un Mais bon moins combat. bon que Dragon puis l'autre, non? Ben, c'est drôle. Mais c'est un bon combat, mais c'était pas mal dull dans le sens que c'était bon, mais il n'y avait pas tant d'action que ça. Mais à part Ouais. genre, le stress de la fin, les 2-3 minutes de la fin. Puis non, je trouve ça bon quand même. J'ai donné 3. T'avais donné combien au premier combat? 3 et 3 3 quarts. quarts, hein? Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. OK. Moi, j'ai donné 3 quarts à ce match-là. 3 et 1 quart, tu veux dire? Ouais, 3 quarts, ouais. OK. C'est ça. OK. Ouais, Ben, c'est 3 quarts. Oh ouais, j'ai juste coupé ta parole, j'avais pas tout compris, mais non, Ah, OK. c'est bien correct. Ouais, fait que non, bon combat, mais comme tu as dit, il y avait peut-être un petit peu moins de pace que ce qu'on s'attendait d'un combat Malenko Psychosis, parce que ça reste quand même 2 des gars les plus rapides sur le roster. Hein. Ouais, absolument. Fait que c'est ça. T'as-tu enlevé ta caméra par hasard ou ça. Ben, c'est parce que je vais mettre de quoi, c'est pour ça. Ah, OK, parfait. En photo, mais c'est plus dur que je pensais. Parfait. Le prochain combat, si t'es prêt. Ouais, je vais le mettre tout de suite. Le WCW, les champions américains de la WCW, les Outsiders ont affronté les Nasty Boys contre le New Face of Fear avec Jimmy Hart. Ben, ce New Face of Fear, on les connaît bien, nous autres. C'est nos chums, ça. Ouais. J'ai essayé le plus possible d'avoir une photo de ce temps-là pour le VS, mais c'était vraiment dur. Fait que j'ai pris une photo plus récente d'eux autres, mais ça reste pareil. OK. Donc, fait que c'est ça. Ça va être Barbarian puis Aku. Oui, exactement. 2 gars qu'on a rencontrés, un gars qu'on a déjeuné avec. Absolument. Et je pense que si je ne me trompe pas, c'était pas le dernier pay-per-view des Nasty Boys, ça? Ben, peut-être. En tag team, je parle. Ouais, Il n'y en a peut-être pas de un des deux SAG. qui est parti après ça? Ouais, peut-être de SAGs, ouais. Ben, Nobs est resté. Ouais. On l'a vu la semaine passée à Bachelor 99, il était dans le show. Là. On l'a vu, mais non, il était parti, je pense, pour ça. Il y a eu de quoi avec. Ben, je sais pas si tu as dans tes notes ou whatever. Je l'ai pas dans les miennes, là. Mais il est arrivé de quoi avec Kevin Nash et Scott Hall, je sais pas trop. Là. Ah, ouais. Je me souviens, il y a eu de la heat entre ces ouais, deux. je pense qu'on a parlé dans la biographie des Nasty Boys qu'on avait faite. Ouais. Les Nasty Boys sont une maison de feu. Ils vont vider le ring au début. Ils vont y aller leur style eux autres, là, très, très bagarre de rue. Vont prendre les devants sur les Outsiders et sur Aku et Barbarian assez rapidement. Scott Hall va finir par kicker Barbarian dans la tête avec une coupe de coups assez stiffs. Après ça, le Face of Fear va slugger Hall pour partir. Les Nasty Boys vont take over le combat avec Sags qui va faire un power driver à Barbarian pour le 2. Après ça, Nash va frapper Barbarian avec un side slam et les Outsiders vont reprendre le dessus du combat. T'as-tu vu le gear de Kevin Nash qu'il y avait dans ce show-là? Je m'en rappelle plus. Il y avait le même gear que son bonhomme là, de WCW, la figurine, là, celle-là. Là. Ah, c'est ça que tu voulais mettre. Ah oui, ben oui, oui, c'est vrai, t'as raison. C'est le même petit costume qu'il y avait ce soir-là. Je trouvais ça drôle quand j'ai vu ça. Ce bonhomme-là, il est tellement laid, mais tellement nostalgique. Et quand je l'ai eu au début, je le trouvais tellement nice parce que c'est ce qu'on avait au Walmart. Ouais. Est-ce que je me trompe pour une année, tu l'avais pris comme pour faire test, ça se peut-tu? Possible, ouais. Je pense quelque que chose. oui.
Avant que j'aille test, oui. Ouais, je pense que oui. Ouais, c'est pas mal sûr que oui. Tabarouette, bonne mémoire, ça. Tu me rappelles des souvenirs. C'est drôle parce que plus tard, à WWF, à WWE, je pense que c'est 2004 ou 2003, il y a un match un contre l'autre à Raw, Test et Kevin Nash. Tu te souviens pas de ça, hein? Ah oui. C'est Test qui avait gagné en plus. Pour vrai, Test a battu Nash? Ouais, avec son Big Boot. Ce qui est arrivé, c'est que dans le temps que Test était avec Stacy Keibler, puis genre, il a maltraité un peu, genre. Puis, non, je pense qu'il c'était avec Trish, je pense qu'il avait blasté Trish, je sais pas trop, puis Kevin Nash l'avait défendu. Trish. Il a pas défendu Test, là. Ouais. Ah là là. Après ça, plus tard dans le combat, le Face of Fear vont aller, ils vont aller en dehors du ring pour battre Sags. Et pendant ce temps-là, Sculler va prendre le mégaphone de Jimmy Hart et va frapper Knobs avec en arrière de la tête. Puis Kevin Nash va y faire le Jackknife Powerbomb pour le 1, le 2 et le 3. En 16 minutes 11, les Outsiders vont conserver les championnats par équipe de la WCW. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, c'était quand même un bon combat. Habituellement, quand il y a plusieurs équipes qui se battent, c'était surtout pas des équipes très techniques. Mais pour vrai, ils ont gardé ça quand même à l'intérieur. Pas trop. Ils sont pas été dans la foule. Puis, tu sais, ça aurait pu être plus boboche que ça. Ils ont quand même gardé ça dans les règles de l'art pour ce genre de combat-là. As-tu aimé qu'ils ont fait le spot New Age Outlaws? Ouais. Avec Nash et Scott Hall. Ouais. Les autres sans dessin en bas du ring pour les laisser se battre. Tu sais. Ouais. C'est correct. Il y a une affaire aussi qu'ils ont fait un. Ah, c'est quoi qu'ils ont essayé de faire? Ah, je me souviens pas. C'est pas le Poke of Doom ou quelque chose du genre, là, ou. Le Finger Poke of Doom? Ouais, non, c'est pas le Finger Poke of Doom. Un truc qu'ils ont fait à Raw en. J'oublie. Je vais essayer de m'en rappeler, mais j'avais vu quelque chose qu'ils avaient fait à Raw et qu'ils l'ont fait dans ce combat-là, mais. J'oublie. Fait que qu'est-ce que tu as pensé du match en tant que tel? Moi, j'ai trouvé que c'était un bon fight entre les trois teams. Ben, c'était un bon match, ça, brawling. Là. Jamais plate, mais rien de spectaculaire au match. Là. C'est juste solide tout le long. Ça a commencé à draguer un peu vers la fin, par exemple. Là. Ouais, vraiment. À un moment donné, il commençait à manquer d'idées. Ben, j'ai l'impression qu'ils cherchaient le finish à la fin, comment le placer aussi. C'était pas Nash et Hall, les deux hommes légaux, dans le match à la fin pour qu'il y ait un pin ou je sais pas trop. Non, je pense même pas que c'était eux autres, les hommes légaux. Non, parce qu'ils sont fait taguer par les Nasty Boys puis les Faces of Fear. Puis ils sont arrivés un contre l'autre, puis ils ont essayé de spinner un contre l'autre, les deux. Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça que je voulais dire tantôt. Ils ont tous slidé dans le ring pour casser le pin, mais après ça, il n'y a pas eu de tag pour que ce soit les deux autres après. Là. Non, exact. Fait que... en même temps, because of CW, mais oui, c'est pas comme si c'était la seule compagnie qui faisait ça. Là. Non, c'est arrivé dans toutes les compagnies. Ben ouais, c'est ça. Ça arrive partout. Là, mais je trouvais juste ça bizarre et drôle un peu. Là. Mais bon. Ben, dans le fond, ils ont essayé de faire comme Shawn et Triple H à WWF, c'est ça? Oui, mais pas de temps. Là. C'est juste l'affaire logique de heel. Là, que vous pensez nous avoir dans un coin, mais tabarnouche, ben c'est ça. On est plus smart que vous autres. Mais non, sinon, le match était bon. Là. C'était bon web en tout. Fait que je donnais à ce match-là 2 et 3 quarts. Mais là, c'est fatigant, ça. On a les mêmes notes encore, 2 et 3 quarts pour moi aussi. C'est bon, on a regardé le même show? Ben, c'est souvent ça qui arrive, m'a dit. Ah ouais? OK. Quand on regarde la même show, c'est pas la note, là, mais... Après ça, mon cher TJ. C'est pas arrivé une fois que t'avais regardé le mauvais... Oh, non, t'avais commencé à regarder le mauvais show, mais tu t'en es rendu compte en... Regardé la moitié de la mauvaise année, puis après ça, j'ai été obligé de regarder le show complet. Ouais. C'était pas le W en plus? Ah, sûrement. Mettez le W, hein. C'est ça. C'est ça qui est ça. Eh là là. Fait que c'est ça. On est prêts pour la Battle Royale de 60 lutteurs, le main event du show. Évidemment, il y avait juste eu une autre édition, c'était en 1995 et la dernière édition a lieu en 1998. Donc, puis l'année d'avant, c'était la ceinture de la WCW était en jeu. Puis c'était. Macho Man Randy Savage. Macho Man qui avait gagné. Il avait battu, je ne me trompe pas, Flair à la fin, si je me trompe. C'est-tu Flair ou Sting à la fin? J'ai un blanc, je ne l'ai pas marqué, mais je l'ai vu. Me semble que c'est un autre heel qui est éliminé à la fin. Mais je sais pas c'est qui. Je me rappelle pas vite de même. Mais c'est un heel à la fin qui est éliminé. T'es sûr?
Pas mal sûr. Je vais checker, là. Je vais aller voir, je suis là. OK. Ouais. Parce qu'à la fin, Hogan s'est fait sortir par quelqu'un en même temps. Non, c'est Hogan. C'est Hogan. Mais il avait pas sorti deux personnes en même temps. Ça avait, je sais pas trop, puis l'autre avait chialé, là. Je sais pas, mais le dernier qui a été éliminé, c'est Hogan. Ah oui, oui, non, parce que c'est ça, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait de quoi, puis l'arbitre ne voyait pas ce qui se passait, ou je sais pas trop, il était avec d'autres lutteurs. Puis il y a quelqu'un qui a pris Hogan, puis il l'a fait sortir en bas du ring. Puis quand l'arbitre était revenu dans le ring, mais il a vu que Savage était tout seul, fait qu'il a pensé qu'il avait gagné. Ouais. Puis après, Hogan était en crise, arrivé dans le ring, puis il arrêtait pas de montrer. Hey, j'avais le pied, je vous ai pas tiré par en dessous. Bref. Donc, fait que c'est ça qui est ça. Et évidemment, habituellement, c'est souvent toi qui est fait. Dans Battle Royale, tu fais les entrées une par une, comme dans Royal Rumble WWF. Là, c'est un peu différent. Je vais tous vous nommer les gars qui étaient dans la Battle Royale, les 60 lutteurs. Ça, c'est le meilleur moment. Hein? Ouais, c'est le fun. OK, attends un peu. Vous êtes prêts? On y va? Go! Diamond Dallas Page. La crasse. Carl Ouellet. Conan, Rick Steiner, Ron Studd, The Barbarian, Mike Ennis, Kevin Nash, Arn Anderson, Eddie Guerrero, Dean Malenko, Jeff Jarrett, Chris Benoit, Lord Steven Regal, Rey Mysterio Jr., Marcus Alexander Bagwell, Jimmy Graffiti, c'est qui ça? Booker T. C'est qui Jimmy Graffiti? Ben, ça me dit quoi, là, mais attends un peu. Je sais c'est qui, je peux te dire c'est qui tout de suite, moi. Vas-y, c'est qui? Tu sais, le tag team que t'aimes bien, là, Having the Bodies, là. Ah, c'est lui? C'est le gars, là, le gigolo Jimmy Delray, c'est lui. Ah, pour vrai? Ouais, c'est lui. Ah, c'est bien nice. Je l'aime encore plus d'abord. Ouais. Jimmy Graffiti, quel nom? Booker T, Lex Luger, Big Baba Roger, Mang, Kevin Sullivan, Le Géant, Juventud Guerrera, Chris Jericho, Alex Wright, Scott Norton, Scott Hall, Jacques Rougeau, Yes. Monsieur GL, John Bradshaw Layfield. Jerry Lee. Ouais. Pez Waitley, Monsieur Wall Street, Scotty Riggs, Hugh Morris, Disco Inferno, Galaxy, Six, Ultimo Dragon, Bobby Eaton, Jim Duggan, Ice Train, Cyclope, Villano 5. C'est écrit ça dans son paquet, quoi. Stevie Ray. Square David Taylor. Squire David Taylor, ouais. Squire, ouais, c'est ça. Ouais. Squire David Taylor, Steve McMichael, Bunkhouse Buck, yes. K.O., Rucus, La Parka, The Renegade, on parle pas du gars de la GPW, Johnny Grunge, Price, le prince. Ayokia. Merde. Si j'ai une avec mon oreillette. Ouais. Jim Power, le sergent Greg Pittman, Joe Gomez, Tony Rumble, devrait gagner. Jack Boot, Mark Starr et Roadblock. Tabarnak. Du bon monde. J'aurais coupé ça à 40 pour on aurait été correct. Hein? Ouais, j'avoue. Mais c'est correct, c'est ça qui fait que c'est le fun. Et il faut rappeler aux gens aussi que la particularité de ce combat-là, c'est qu'il y a 3 rings. Ouais, 20 dans chaque. 20 dans chaque, puis après ça, ben, c'est ça. Puis, c'est drôle parce qu'avant le match, ils font il fait un tour de table pour dire c'est qui votre pick, vous autres, les boys? Puis il y en a juste un qui prend le Giant, puis c'est Tony Schiavone. Je sais pas si c'est une coïncidence, là, mais. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, moi je pense qu'il savait ce qui se passait, puis il voulait paraître smart. OK. Ouais. Ben, au début, t'as un peu des storylines à l'intérieur du Rumble, comme c'est souvent le cas avec, évidemment, Benoit et Sullivan. Avec gros brawl au début. Ouais, exactement. Donc, tu as les Horsemen avec le Dungeon Battle aussi. Tranquillement, pas vite, le combat avance. Tu as une couple de jobbers qui se font éliminer. Tu as les Luchadors aussi qui partent assez rapidement, excluant Rey Mysterio Jr. Donc,
Après ça, tu as la NWO qui se met ensemble et qui commence à battre des lutteurs un peu partout dans le ring. Donc, classique. En même temps, t'es un crew, ça fait du sens. Giant va éliminer Roadblock avec une grosse clothesline. Après ça, tout le monde va faire des clotheslines en run stud dans le coin. Puis les Amazing Fringe Canadiens vont avoir. Ils vont éliminer Duggan et après ça, Eddie Guerrero va envoyer William Regal à l'extérieur du ring. Ouais. Avant que ouais, j'ai une couple de notes avant que tu continues, avant que tu sois trop dans tes affaires et que mes notes aient peu rapport. Là. Mais j'aimais bien la NWO qui faisait la stratégie de rester dans un coin toute la gang puis de rien faire ou presque. Là. Puis sinon, il y a ça. Les 3 écrans de ça, on aurait dit quasiment StreamYard version de WCW. Ouais. Quand on est ça, même si c'est vrai. Après 15 éliminations, on a peut-être genre vu 3 à l'écran. Le reste, c'était vraiment. C'est vrai qu'on voyait pas grand-chose. Hein? C'était tough là, de faire les commentateurs. Puis tu as parlé aussi de ton l'affaire de Runstad qui a mangé à peu près 10 running dans le coin de tout le monde un après l'autre. C'est drôle parce que quand il est tombé à terre, tous les 8 9 sont embarqués dessus pour le piner. Ouais. Un crise de beau visuel. Fait que c'est ça. Puis le reste, c'est des affaires que tu n'as pas dit encore. Fait que vas-y. T'as Rey Mysterio puis Dragon qui reprennent ce qu'ils ont laissé plus tôt dans la soirée. Ils font un genre de petite confrontation dans le ring. William Regal il est resté à l'extérieur du ring pour frapper DDP. Donc, c'est ça. Après ça, Sergent Buddy Lee Parker va être sorti en dehors du ring. Luger, après ça, va essayer d'éliminer le géant, mais la NWO va venir le protéger pour le garder dans le match. Après ça, évidemment, Luger va envoyer Stud à l'extérieur du ring. Tranquillement, pas vite, Rick Steiner, Chris Jericho aussi vont se faire éliminer. Puis William Regal est toujours là, même toujours dans le combat. Fait que ça, c'est malade. Après ça, il va se faire. Après ça, il y a une couple de personnes qui vont se faire éliminer, là, 7 ou 8 personnes qui vont se faire éliminer par Luger. C'est-tu Luger et Jarrett qui a éliminé les 7-8 personnes en même temps ou je me trompe pas? Ça se peut. Ouais, Luger et Jarrett. Ça, c'est un sale tag team, ça. Ouais. Puis après ça, ils vont s'en prendre à All in Nash ensemble. Fait que Luger et Jarrett contre All in Nash. T'as-tu marqué, c'est-tu passé le Buff Bagwell qui élimine Scotty Riggs? Ah, vas-y. Ouais, ben ça, il élimine Scotty Riggs, son partenaire d'American Males, puis American Male explodes. Puis le lendemain à Nitro, c'est là que Buff Bagwell, il y a une promo avec la NWO dans le ring, là. Puis ils disent si vous n'êtes pas contre nous autres, si vous n'êtes pas avec nous autres, vous êtes contre nous autres, puis tout. Fait que s'il y a du monde qui veut se joindre à nous autres, ben c'est le temps. Puis ils sont sortis, Bagwell puis Riggs, American Males, puis tout, sont sortis ensemble. Puis Bagwell est arrivé, puis il a joint NWO. Puis là, tu voyais l'autre qui n'était pas content, puis il a fait ouais, non, pourquoi tu fais ça? Puis il se retourne, puis là, il fait juste dire, l'autre, il dit quoi dans l'oreille? Riggs s'en va il se retourne pour s'en aller, puis l'autre, il fait un neck breaker, puis après ça, il crisse en bas du ring. Fait que c'est le lendemain de ce show-là à Nitro que Bagwell fait son heel turn, puis qui devient le Buff Bagwell qu'on connaît. Ouais. Très cool quand même comme histoire. Puis après ça, voyons, j'ai un blanc. Giant va pogner Rey Mysterio, il va l'envoyer en dehors du ring sur Eddie Guerrero. Ça, c'est malade. Puis comme je disais tantôt, là, c'est dans le temps que Rey était vraiment petit, puis que de toute façon, ça reste de Giant pareil, même s'il était gros. Il aurait pu le tasser en dehors. Scott Hall va essayer de... aussi. Comment? Sur une civière aussi, comme qu'il avait fait avec Ray. C'était Brock, ça, non? Big Show l'avait fait aussi, je pense. Ah, pour vrai, les deux? Il me semble que c'était je pense Brock. Mais... Brock l'avait pas fait avec Gowan, ça? Ah, ça se peut. Ouais, sûrement. Parce que me semble Big Show, je l'ai vu le faire à un moment donné. Il a fait à Ray, puis Ray est tombé, ben, il était attaché sa civière. C'était ambulance match, non? Non, il était sa civière, puis il est tombé face first à terre. Là, oui, ben ça, je me souviens. Ah ouais, t'as raison. Mais peut-être que Brock l'a fait aussi, ça se peut. Là. Je sais pas si c'est Brock ou lui, mais je me rappelle de ce que Ray est tombé en pleine face, ça, je m'en souviens. Pas mal sûr, c'est Big Show. Scott Hall va essayer de faire un outsider edge à l'extérieur quand Regal va faire le save, mais par contre, Kevin Nash va réussir à faire un clothesline pour éliminer Jeff Jarrett. DDP. Avant que. Ouais. Mais ça, j'ai popé à un moment donné quand ils ont juste montré un ring, là,
Puis c'était comme genre, on aurait dit quasiment la Civil War de Marvel, là, avec les bons et les méchants qui s'affrontent. Puis c'était vrai, hein? All, Nash, Giant, puis Six, c'était NWO contre Luger, DDP, Mysterio, Guerrero, Jarrett, puis Regal. Puis après ça, aussitôt que genre, la foule commence à bouger un peu, à faire du bruit. Puis Jarrett, il fonce sur Hall, puis il frappe avec un gros coup de poing. C'est là que ça commence le gros brawl. Puis après ça, ben, c'est malade parce que Jarrett est dans le Final 8, Regal dans le Final 6. La foule qui est derrière Regal, derrière Luger, ça c'était fucking malade. Puis j'ai aimé ça parce qu'à un moment donné, genre, Jarrett se fait éliminer. Puis après ça, Regal, genre, il arrive. Il est en feu, Regal, après. Il est en feu, il frappe tout le monde dans back-à-back. Puis genre, c'est fou, là. Un babyface fire, puis il se fait éliminer par la gang au complet. Mais pendant genre 15 secondes, c'était un esti de. On aurait quasiment dit que c'était genre le big guy à la WCW qui tapait NWO, c'était malade. Puis ce qui est fou, c'est que c'est Nash puis Giant qui l'ont éliminé. Tu sais, Chris Paul, qui a besoin de 2 gars de 7 pieds pour éliminer William Regal. C'est malade, là. C'était parfait. J'ai bien aimé ce spot-là. Puis à la fin, bien évidemment, on t'en a parlé un peu du Final 8-6. Ben, t'as Six, t'as Nash, t'as Hall, t'as Giant, puis t'as Luger. Juste Luger. Donc, t'as juste Luger. Fait que la foule est en feu, puis Luger, tout le monde est derrière Lex Luger. C'était malade. Gros. Ben, j'ai détesté ce moment-là. C'était malade. En plus, il les met tout un par un. Là. Ouais, exact. Puis il va même mettre Giant sur ses épaules à un moment donné. Là, puis fait que c'est ça. Puis bref. Fait que Lex se met sur ses épaules. Après ça, Six va kicker Luger in the gut. All kick Luger. Puis il va faire le outsider edge. Ben Luger, backdrop. Il va le faire un backdrop après ça sur le floor. Outsider edge proche des cordes. Mais qu'est-ce qui va arriver? Ouais, c'est ça, exactement. Il va éliminer All. Puis, il va ducker un clothesline de Nash. Puis, il va lui faire un running elbow. Puis, il va lui faire un torturac à Kevin Nash en plein milieu du ring. C'est quand même assez impressionnant. Là. Ben, il élimine pas Scott Hall, puis il pogne Six, puis il pitch en bas sur Scott Hall. Oui, il élimine Six et Scott Hall. Puis puis back-à-back, il sort tout, là, puis genre, comme s'il y avait genre son spécial à Revenge. Là. Il n'y a rien qui peut le faire mal, il est en feu. Puis il pogne Luger dans le torturac, comme tu dis, là, il pogne Kevin Nash. Ben là, c'est la fin du match. Après ça, il fait le torturac, il est proche des cordes, puis Giant arrive par en arrière, puis il élimine les deux. Et le Giant, comme l'avait prédit, Tony Schiavone est le champion de World War III 1996. Je sais pas pourquoi, là, mais évidemment, tu vas me dire c'est parce que j'aime Luger, là, mais il aurait dû gagner Luger. Oui. Il aurait dû gagner, puis il perd contre Hogan quand c'est le temps. Là. Comme qu'ils ont fait le match en Nitro, ça répète la raison pourquoi il y a ce match-là. Là. Sachant que Luger, sachant que la NWO finit toujours par avoir son Chris d'over, ça aurait été bon que Luger gagne, mais il pète après au pays, là. C'était booké en heel, puis c'était booké en NWO, puis c'est un peu ça que ça le WCW par après. Là, même si on est en 96, très dommage, parce que, même si j'aime pas Luger, c'était le gars à faire gagner. À la limite, même Regal aurait dû gagner. Mais Luger, ça a plus de... surtout la façon qu'il donnait tout le monde à la fin, puis que la foule s'est rangée derrière lui, c'était vraiment cool. Puis non, moi, évidemment, j'aime le concept, même si des fois c'est dur à suivre parce qu'il y a tellement de monde, puis il y a tellement de rings que c'est impossible. Là. Mais les dernières 10 minutes de ce match-là étaient vraiment, vraiment, vraiment fun. Fait que pour vrai, j'ai pas eu ce match-là. Comme match, c'est dur à ranker parce que c'est pas vraiment un match. Là. Oui, c'est une Battle Royale, ça compte comme un match de lutte, mais c'est plus dur à calculer. Mais j'ai donné à ce match-là 2 et 3 quarts. OK. Moi, j'ai donné 3,5 à ce match-là. Bon, ça peut. Ça dépend comment. C'est dur à rater des Battle Royale. Surtout des Battle Royale de même. Rumble, c'est un peu plus facile parce que c'est un Rumble. Là. Mais ça, Battle Royale de même avec tout le monde dans le temps, au début, c'est plus dur à ranker, mais c'est pas de mauvaise note, peu importe les deux façons que tu vois, que ce soit la tienne ou la mienne. Là. Puis c'est pas. Dans mes souvenirs, c'était pas le meilleur World War III. Le pay-per-view en tant que tel, puis le Battle Royale, me semble le 95 est meilleur aussi, là, le premier. Là. C'est souvent le cas dans ces horaires-là, mais il est dur à ranker, ce show-là, parce que c'est comme pas mauvais, mais pas bon en même temps. Ouais. Fait que c'est ça, fait qu'on est rendu à ça, là? Ouais, Match of the Night, puis Worst Match. Ça, fait que Match of the Night, c'est Ray contre Mo Dragon.
Oui, 100%. Ouais. Pour moi aussi. Puis le pay match, même si j'ai trouvé ça drôle et divertissant, mais c'est Nick Patrick contre Jericho. Ouais, 100%. Puis la note de ce show-là, j'ai donné à World War III 96 la note de 5.5 sur 10. OK. J'ai donné la note à World War III 1996. La note de 6 sur 10. OK. Ouais. Regarde, On je est... pense que la différence de point et demi, je pense que c'est pas mal de World War III. Là. Ouais, c'est ça. Mais Parce on est que tout le temps de Sam même. Jones... La plupart du temps, on est tout le temps à 0.5. Ouais. Surtout... 0.5, c'est... ouais, c'est de la bonne bière. Tiens, je te fais une bière. If you know, you know. C'est ça. Fait que c'est ça. World War III 1996 est maintenant dans le rétroviseur. Il fallait qu'il le fasse. Ah, excuse. Ouais, Je suis habitué. Hein, les rôles ont changé, c'est le contraire. Fait que... ouais, je suis tanné de changer les rôles. Ok, parfait. Fait que voilà, World War II 96, pardon. Fait que, à date, il n'est pas sur le WCW Vault, mais vu qu'on en a parlé, ben, il va sûrement l'être dans les prochains jours. Exact. Mais j'espère, la seule affaire, c'est que j'espère qu'il n'y aura pas une guerre mondiale 3 parce que habituellement, on parle des affaires et ça arrive. Quoique, on est quand même proche dans le monde d'aujourd'hui. Ouais, je serais pas surpris. Ouais, j'espère que non. C'est là que tu vas être content de me connaître, mon chum, parce que moi, tu vas voir, moi, y aller à la guerre. La guerre, c'est vraiment pour se faire mal. Exact. Fait que là, c'est le temps de nos prochains rendez-vous, mon cher TJ. Ah ouais, le mois est fini. C'est le mois On va d'octobre. te laisser parler pour ça. Ah, OK. Ben, c'est ça. À partir du mois prochain, ben, c'est ça. Le mois d'octobre, on a 2 rétro-reviews. On a un podcast biographique, comme d'habitude. Et on a aussi une analyse, dans le fond, de plusieurs matchs, d'une série de matchs, dans le fond. Et voilà. Premier podcast du mois d'octobre. Yes. L'historique des combats de cercueil, des Buried Alive matchs. Mettant en vedette, évidemment, l'Undertaker. Mais il y en a une couple d'autres aussi qui n'étaient pas dedans. Pas beaucoup, ouais. mais il y en a une couple. C'est vrai que c'est vraiment impressionnant le nombre de matchs qu'il y a dedans. Oui. Fait qu'on a ça, et on va avoir ça au mois d'octobre. Évidemment, au mois d'octobre, dit Halloween Havoc. Donc, on va avoir l'édition. Ah, c'est encore du WCW. Ouais. 1993, Halloween Havoc, avec en grande finale, dans un spin the wheel, make the deal, Vader et Cactus Jack. Et aussi, parlant de Cactus Jack, on a aussi, évidemment, la biographie du mois d'octobre, qui est Mick Foley, Bang Bang. On va parler bien sûr de son histoire en tant que fan de lutte, du fait qu'il est jumpé de son toit de maison, Cactus Jack, Dude Love, Mankind, et Mick Foley lui-même. On va parler sur le podcast au mois d'octobre dans la biographie du mois. Et pour ce qui est fou, c'est que, avant de te couper, ce qui est fou, c'est qu'il va être à Montréal au mois de novembre. Mick Foley pour son stand-up comédie puis ses livres, je pense, je ne me trompe pas. Oh ouais. Il y a des chances que j'y aille, moi, le voir. Je vais voir encore. C'est pas sûr à 100%, mais tout dépendamment c'est quand la date, là, je vais checker, mais il y a des chances que je vais le voir, Mick Foley. OK, cool. Et pour terminer le mois, ben, on a un autre review à WWF cette fois-ci avec In Your House, D-Generation X. Avec mettant en vedette Shawn Michaels, bien sûr, contre Ken Shamrock dans le main event. Et aussi un bootcamp match entre Triple H et le sergent Slaughter, entre autres. Et aussi, ah oui, il faut que je le dise. Et aussi un match impliquant Double J Jeff Jarrett contre l'Undertaker. C'est le match weird, pareil, pour un pay-per-view. Ouais. J'ai écouté ce show-là il y a 3 mois. Si, bon, OK. Et voilà, c'est ce qui conclut le mois d'octobre avec Mick Foley, sa biographie, Halloween Havoc 93, l'historique des cercueils et Buried Alive match et In Your House, D-Generation X. Il y a juste 4 podcasts, ce mois-ci? Au mois d'octobre, oui. Ça veut dire qu'au mois de ce mois-ci, il y en avait 5. Parce que les mois, c'est 5-4-5-4, hein, juste pour te dire. Attends. J'ai peut-être pas mis un podcast de plus. Mais ça se peut, ça. Je vais checker. Donne-moi 2 petites secondes dans ma Google. 2 secondes. 1. Calme-toi. En attendant, si vous aimez le podcast, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, sur Spotify, Balado Québec, sur Apple Podcasts. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux. Suivez-nous, partagez, commentez. Ouais. J'ai dit, ben non, pas ça. Mais non, il y a juste 4 podcasts dans le mois d'octobre. Puis dans le mois de septembre aussi? Septembre aussi, il y en avait 4, ouais. Quasiment impossible. C'est au mois de novembre qu'il y en a 5. Bon.
On va attendre au mois de novembre. Ouais, 5, on a un. Pendant qu'on est tous mélangés. Fait que ça. Faites, allez, regardez-nous, partagez, commentez, aimez-vous les uns les autres. Puis bientôt aussi, le mois prochain, il y a un tournoi hein, sur les réseaux sociaux qui commence. Là. On est dû. Là. Ah oui? OK. Oui, ça va être mon tournoi cette fois-là. Je sais que quand c'est le tien, tu l'aurais déjà posté, mais vu que c'est le mien, tu t'en crisses. Mais là, on va en jaser plus que genre dire qu'on va faire quelque chose et pas le faire. Là. on en jasera C'est ça. samedi parce qu'on a encore de la route à faire. Si, bon. Parce que c'est ça. Fait que, sinon, ben, à travers la table. Non. À travers la table, mardi, 20h30, live Facebook, YouTube et Twitch. Allez voir nos épisodes. Toujours très intéressant. Donc, la lutte moderne, des analyses, des quiz, des invités de lutte québécoise, des fois d'autres invités. Fait que, allez voir ça, puis amusez-vous, mon petit coco. C'est parfait. Amusez-vous, puis venez nous voir la semaine prochaine pour un autre podcast. Mais d'ici là, Yes. n'oubliez pas la maison. Allez, bah!